Alors donc, l'idée, c'est ça, c'est de parler de l'écomusée du tiers-monde, donc un cas de nouvelle muséologie. Oui, on arrivera à la question de collection. Alors, le plan de la présentation est celui-là. On va parler de ce contexte de la nouvelle muséologie qui a influencé notre institution de façon importante. Pour comprendre l'écomusée, il faut comprendre le milieu dans lequel il se trouve. Alors, sans vous faire, parce qu'on pourrait faire passer 3 heures juste sur l'histoire du quartier Centre-Sud, mais je veux quand même vous donner une idée de qu'est-ce que c'est que ce quartier où se trouve l'écomusée. Vous parlez des débuts de l'écomusée du Fier-Monde, encore là, de questions de contexte, de questions de participation qui est essentielle chez nous et dans les écomusées, pour arriver au concept de collection écomuséale. Voilà. Alors, je vous ai mis un certain nombre de mots qu'on utilise ou qu'on voit, peut-être que dans vos études, vous êtes des gens, surtout en muséologie, je pense, on parle musée intégral, hein, on y reviendra, écomusée, Casa del Museo au Mexique, Neighborhood Museum aux États-Unis, Washington, musée citoyen, c'est quelque chose qu'on voit pareil, d'ailleurs, vous aviez vu peut-être quand vous étiez sur la première image, l'écomusée du Tiers-Monde, musée d'histoire, musée citoyen, Alter Muséologie, un mot inventé par Pierre Mérand, donc une autre forme, musée sans conservateur, inventaire participatif, collection écomuséale. Donc, toutes sortes de concepts, de mots, comme je le dis parfois dans les musées, on manque de beaucoup de choses, on manque de moyens, mais on n'est jamais à court de vocabulaire, on a toutes sortes de concepts et de mots pour expliquer de quoi on parle. Alors, tout ça, c'est peut-être des choses dont vous avez déjà entendu parler, entre autres dans vos études. Il faut imaginer que tout ça est relativement récent. Hein? C'est-à-dire qu'il y a un demi-siècle, puis même un peu moins longtemps, on ne pouvait pas imaginer. Les musées tels qu'ils étaient il y a un demi-siècle ne ressemblaient pas à ce qu'ils sont aujourd'hui. Il y a eu une critique des musées. Hein? Des gens ont réfléchi à la fin des années 60, début des années 70, une sorte de crise dans les musées, ou en tout cas de grande réflexion sur la nécessité de transformer l'institution. Et un moment fort de ça, c'est la table ronde de Santiago du Chili sur le rôle du musée dans l'Amérique latine d'aujourd'hui. Peut-être que tout le monde est familier avec ce document sur la oui. Vous avez tous vu ça, j'en vois qui font oui. Oui, tout le monde, peut-être? Oui, vraiment? OK. Alors, vous avez eu l'occasion sans doute de lire ce document et je me permets de revenir quand même rapidement sur l'avant-propos de Mario Teruggi qui explique qu'une des caractéristiques de cette table ronde de Santiago du Chili, c'est d'avoir été un moment où on a invité dans un même lieu, dans une rencontre de muséologues, des gens qui n'étaient pas des professionnels du milieu de la muséologie. Et ça, aujourd'hui, on pourrait dire que dans tous les congrès de musées, c'est comme la multidisciplinarité, l'interdisciplinarité, c'est des choses, hein, il n'y a pas de cloison, mais c'était quelque chose de plutôt nouveau. Et à cet égard-là, Teruggi nous dit, il y a eu comme une introduction et il parle des gens qui étaient là. Après cet acte inaugural, donc l'intervention de Hugues de Varine, quelque chose commençait à se passer. Nous, muséologues, nous formons une confrérie très particulière dont nous sommes satisfaits et fiers, malgré le peu de prestige social qui s'attache à notre profession et le maigre salaire que nous en tirons. Lorsque nous nous réunissons, si du moins nous le faisons, nous parlons de nos affaires, nous communiquons nos expériences, nous déplorons les maux qui affligent les musées, nous recherchons des solutions et des améliorations, nous étudions des techniques et après avoir rédigé des déclarations et des propositions, nous nous séparons satisfaits de ce que nous avons réalisé. Nous sommes les grenouilles d'une même mare qui croissons dans le même langage. Et voici qu'à Santiago, on a mis dans notre mare des grenouilles venues d'ailleurs, dont le croissement était différent du nôtre. Le premier exposé de l'un de ceux de l'extérieur, qui n'était pas un muséologue, sur le développement culturel en milieu rural et le développement de l'agriculture fit l'effet d'une bombe. Quand l'orateur se tut, nous, muséologues, nous nous regardâmes avec embarras, non pas tellement pour ce qui avait été dit, bien que ce fût déjà beaucoup, mais parce qu'il nous parut évident d'un seul coup que la vie, les souffrances, les désirs et les aspirations de l'humanité étaient en dehors des musées. Nous nous regardâmes un moment en silence parce que nous avions compris, sans plus,
que les musées sont greffés sur l'arbre de la société, mais ils ne sont rien. Si la sève qui prend naissance dans les champs, les ateliers, les laboratoires, les écoles, les foyers et les villes ne coule pas aisément dans le tronc commun. Bon. J'ai pris le temps de vous lire, relire parce que vous sentiez connaître ce texte-là. Je pense que, enfin moi, ce texte-là m'a toujours parlé beaucoup parce que, justement, il pose la question de qu'est-ce que c'est, hein, qu'est-ce que c'est la nature de ce qu'on fait, c'est quoi la raison d'être des musées d'une certaine façon. Alors donc, à partir de cette critique des musées, puis là, bon, hein, il y a cette idée de musée intégral, bon, il y a tout ce qui vont prendre différentes formes. Et une des formes, ce sont les écomusées, hein, que Hugues de Varine définit en disant l'écomusée, d'abord une communauté et un objectif, le développement de cette communauté. Alors, à l'écomusée du Firmont, nous, on se rattache tout à fait à cette phrase-là, à cette définition de l'écomusée et à cet objectif de développement et de lien avec la communauté. On va le voir concrètement tout à l'heure. Parmi les événements aussi, peut-être, avez-vous déjà entendu parler de la Déclaration de Québec, hein? Alors donc, qui a été faite en octobre 84, donc il y a 35 ans finalement. Alors donc, à Québec, hein, réunion de muséologues d'un peu partout, et cette déclaration qui s'appuie encore une fois sur Santiago du Chili et qui jette les bases d'une association internationale, un regroupement international des muséologues. Et encore là, parmi les éléments de la Déclaration de Québec, hein, parce que tout ce côté internationaliste est important dans la Déclaration de Québec, où on dit ce mouvement nouveau se met résolument au service de l'imagination créatrice, du réalisme constructif et des principes humanitaires défendus par la communauté internationale. Il devient en quelque sorte un des moyens possibles de rapprochement entre les peuples, de leur connaissance propre et mutuelle, de leur développement critique et de leur souci de création fraternelle d'un monde respectueux de sa richesse intrinsèque. Alors donc, encore là, un programme. Et dans les années 80, ça va se poursuivre dans la suite, il y a beaucoup de débats et d'échanges dans le milieu des musées au Québec. En fait, vous voyez ce numéro de la revue Musée de la Société des musées du Québec sur musée et nouvelle muséologie. Et parmi le vaste mouvement de brassage du monde des musées, il y a dans les pays scandinaves, Sven Lindqvist qui, alors, Grave d'Ordustur, c'est creuse là où tu es. Hein? Il fait paraître, en fait, c'est une publication, un manuel sur comment faire son histoire, qui indique au monde ouvrier comment on peut faire son histoire. Des non-professionnels, donc, peuvent s'initier aux sources historiques puis faire connaître son histoire. Parce que pour Lindqvist, c'est tout à fait important que cette histoire-là soit faite par les gens qui l'ont vécue, par les ouvriers eux-mêmes. Donc, une idée de participation, ça fait partie de ce mouvement de la nouvelle muséologie. Ça va avoir beaucoup d'influence en Suède et ailleurs dans les pays scandinaves. Alors donc, cette nouvelle muséologie critique des musées, bien sûr, qui font en sorte que les musées ne sont plus aujourd'hui ce qu'ils étaient. L'idée d'ouverture au public, hein, je veux dire, le musée, on pourrait dire presque par sa nature, hein, c'est comme c'est l'idée de centrifuge, centripète. Le musée, il amène tout vers lui. Hein, c'est un bâtiment, un musée qui attire des visiteurs, qui prend des objets, qui les met dans sa collection. Hein. Mais l'idée d'ouverture au public, hein, de sortir un peu des murs, ça commence à faire son chemin. Et d'une institution essentiellement basée sur la conservation, on passe de plus en plus à l'éducation et à la notion de développement. On en parlait tout à l'heure avec Hugues de Varine. Donc, le musée se transforme. Hein? Les musées se sont transformés et les musées, comme je le disais, tels qu'ils étaient autrefois, aujourd'hui, ils ressemblent vraiment plus à ça. Et les critiques qu'on pouvait formuler au musée d'autrefois ne sont plus vraiment valables parce que les musées ont changé. Cependant, à côté de ça, il y a quand même d'autres institutions qui sont créées. Il y a des musées qui se sont transformés, mais il y a de nouveaux musées qui se sont faits.
Et je dirais, l'institution muséale reste souvent beaucoup axée sur la démocratisation de la culture, alors qu'il y a plus aussi un mouvement de démocratie culturelle, hein, donc l'existence de plusieurs cultures. Et ça, et encore là, peut-être que vous êtes familière avec ça, mais il y a une phrase de John Kennard qui était associé au musée Anacostia en banlieue de Washington qui disait bien, en visitant le musée américain moyen, vous ne saurez jamais qu'il y a des Noirs aux États-Unis. Alors, ça posait toute la question de une culture ou plusieurs cultures, puis des groupes minorisés. Alors, oui, où sont les Noirs dans les musées? Où sont les femmes dans les musées? Où sont les minorités culturelles? Où sont les Premières Nations? Alors, c'est quoi? Bon. Alors, c'est un peu ce contexte de nouvelle muséologie qui va influencer notre écologie. Le quartier dans lequel se développent les écomusées, c'est le quartier centre-sud de Montréal. Ici, on a une carte de Montréal qui date du tout début du 19e siècle. Hein, ça, c'est l'ancêtre du quartier, c'est ce qu'on appelle le Faubourg Québec. Hein, Montréal, ce qu'on voit sur la carte, ville de Montréal, Montréal était une ville fortifiée. Hein, en dehors des murs, commencent à se développer des faubourgs. Ici, on a comme un focus sur le Faubourg Québec. On appelait d'ailleurs le Faubourg Québec parce qu'il se développe le long du chemin de la route, le chemin du roi, hein, la route qui venait de Montréal à Québec. Donc, un certain nombre de maisons, d'artisans, mais essentiellement, le quartier, ce sont des terres agricoles. Mais ça va se transformer rapidement avec l'industrialisation. À partir de la deuxième moitié du 19e siècle, le quartier va se transformer rapidement et radicalement. Il va s'urbaniser. Quand on regarde les statistiques du recensement, on voit que la population double aux 10 ans. Hein, à certaines décennies, là, fin du 19e siècle, c'est ça. Alors donc, un très bon exemple de ça, je vais vous en montrer d'autres, mais c'est cette usine qui se trouve d'ailleurs toujours sur Ontario, près de Iberville, la McDonald's Tobacco, hein, qui a changé de nom, mais en tout cas, bon. Alors, ça, c'est l'inauguration de l'usine, hein, donc 1876. Et on voit hein, toute la masse d'ouvriers, d'ouvrières. Bon, c'est peut-être un peu petit, mais à l'avant-plan, on voit aussi qu'il y a beaucoup d'enfants qui travaillent à l'usine. Alors, ce sont les conditions du 19e siècle. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que lorsque M. McDonald installe son usine dans ce coin-là, en 1876, il est au milieu de nulle part. Hein? Il n'y a rien autour. Le quartier va se structurer autour de la présence de cette usine. Les paroisses vont se créer, etc. Donc, il y a vraiment un groupe autour de cette usine. Un autre exemple d'une usine, c'est la brasserie Molson, une des plus anciennes d'ailleurs. Hein, ils sont sur le même site depuis 1786. C'est un immense, hein, on a comme une période où, bon, quand même, ça prend de l'espace, mais c'est aujourd'hui, c'est des terrains immenses. Hein. D'ailleurs, ils vont partir l'an prochain. Il y a toutes sortes d'enjeux de réaménagement urbain autour de ces terrains-là. Mais bon, donc, ça nous montre un peu aussi un autre exemple d'une usine du quartier. Standard Shirt. Je voulais vous montrer un peu le style d'usine et aussi comment c'est frappant le très grand nombre de femmes, hein, d'ouvrières qui travaillaient dans ces usines. Hein, toutes les premières rangées, essentiellement, c'est des femmes, avec sans doute à l'arrière les travailleurs de bureau, les techniciens, les ouvriers spécialisés. Bon, c'est la technologie. Hein? Alors, il y avait un profil très varié, autant de l'usine qui demandent beaucoup de main-d'œuvre comme le tabac ou la confection, mais aussi des usines de production de machinerie industrielle. On a la laiterie Poupart. Hein? Alors voilà, encore pour montrer, bon, alors avec l'industrialisation, les produits de consommation courante s'industrialisent. Alors on pense à l'industrie laitière, hein? On peut l'associer à l'agriculture, aux campagnes, mais il y a une production industrielle laitière en ville, la transformation du lait, la distribution du lait aussi, bien sûr. Les entrepôts frigorifiques, hein? D'ailleurs, la présence du fleuve du port est essentielle pour expliquer le développement du quartier. Dominion North, donc encore là, des prélats. Ce bâtiment-là existe toujours sur Sainte-Catherine-Partenay.
Usine Grover, encore là, une immense usine sur la rue Partenay. Encore là, on est dans la textile et confection, des centaines de femmes qui y travaillaient. Celle-là, une des particularités, c'est qu'aujourd'hui, elle est occupée par des ateliers d'artistes. On parle de la Grover, d'ailleurs. L'usine a été fondée par M. Grover. Aujourd'hui, on dit la Grover. Les réservoirs à mélasse, rue Notre-Dame, ces réservoirs n'existent plus, mais il y en avait depuis le 19e siècle, tout le long du fleuve, il y en avait d'autres, hein, et la présence de ces réservoirs, l'odeur de mélasse a donné à ce quartier le surnom de Faubourg à mélasse. Hein. La construction du pont Jacques-Cartier est un élément emblématique du paysage du quartier. Donc, au moment de la construction, c'est ça, on va relier les deux sections bientôt. Voilà. Alors, donc, on était dans la période industrielle, mais ça, après avoir connu un cycle d'industrialisation et après avoir connu une croissance démographique importante, à partir de pas grand-chose, pour arriver à peu près à 100 000 personnes après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, il y a à peu près 36 000 personnes qui restent dans le quartier. Donc, après la période d'industrialisation, c'est le phénomène inverse, c'est la désindustrialisation. Et c'est aussi le moment où il y a des grands projets qui font en sorte que la démographie baisse. Alors, les usines, on n'entrera pas dans les détails, mais les usines vont fermer, vont déménager, vont être démolies dans certains cas, mais aussi il y a des grands projets qui vont transformer ce quartier-là. Quand je commence à travailler dans le quartier à l'Écomusée en 1980, je parlais d'un vieux quartier industriel et ouvrier. Aujourd'hui, je dis que c'est un ancien quartier industriel et ouvrier. Il ne reste plus vraiment grand-chose de l'époque industrielle, encore plus avec le départ de la Molson bientôt. Un des projets importants qui va comme marquer sur l'image à votre gauche, c'est l'élargissement du boulevard Dorchester, du boulevard René Lévesque, anciennement Dorchester. Hein? Alors donc, jusqu'en 1955, Dorchester, c'est une petite rue, une rue relativement étroite, mais pour favoriser la circulation est-ouest vers le centre-ville, on va l'élargir et donc on va démolir les maisons. Hein, alors on va raser des points. On a l'autoroute est-ouest, aussi tout le sud du quartier, autour de la rue Notre-Dame. Un immense chantier qui est démoli dans les années 70. Alors donc, des saignées complètes, des transformations très importantes. Bonjour, M. Bergeron, ça va bien? Parmi les événements importants et dramatiques du quartier aussi, qui transforment le quartier, c'est les incendies. Beaucoup d'incendies. C'était un quartier ancien, donc il y avait des statistiques, des études qui avaient été faites qui montraient que les chances de passer au feu étaient pas mal plus grandes dans un quartier comme celui-là que dans la moyenne montréalaise. Et à un moment donné, ça va vraiment culminer en 1974, début novembre. Il y a une grève des pompiers pendant un week-end. On appelle ça le week-end rouge. Et pendant 3 jours, ça va flamber. Une grève, c'est-à-dire il n'y avait pas de loi sur les services essentiels à l'époque et donc les maisons sont collées les unes sur les autres. Le feu prend dans une maison et c'est comme on a juste le temps de sortir les choses dans la rue puis ça. Alors il y a des quadrilatères complets qui vont être détruits à ce moment-là. Mais c'est un moment aussi de prise de conscience qui va amener la création de nombreux organismes communautaires dans le quartier. Un autre événement, c'est dans les années 60, pour la construction de Radio-Canada. Alors, Radio-Canada, pour tout ce secteur, René Lévesque, en fait, de Papineau presque jusqu'à Amherst, c'est comme un vaste quadrilatère, à peu près 800 logements, 5000 personnes qui restaient là. Alors, quand on exproprie pour créer Radio-Canada, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait sur plusieurs mois, mais c'est comme si on déstructure une partie du quartier. Ça aussi, c'est un événement qui va marquer beaucoup le quartier. Et au même moment, donc, où il y a cette désindustrialisation, où il y a des difficultés économiques, où la population baisse, où il y a des projets comme ceux que je viens de nommer, il y a aussi la montée des groupes communautaires. Alors, il y a beaucoup d'organismes citoyens qui sont créés dans les années 60-70
et qui vont revendiquer, qui vont donner des services, qui vont offrir de la coopération, du mouvement coopératif, qui vont défendre des droits des personnes âgées, des droits des femmes, des droits des assistés sociaux, etc. On assiste, après la Deuxième Guerre mondiale, à l'émergence de la notion de droit social, qui n'existait pas auparavant. Et, par exemple, en 1984, on a une affiche de ce colloque. Mon quartier, je l'ai à cœur. Bon, ça va être l'embryon de la création d'une corporation de développement communautaire du quartier. Donc, il y a vraiment tout un mouvement, en même temps qu'il y a des difficultés économiques, il y a ce mouvement communautaire qui émerge. Ce qui nous amène au début de l'écomusée du Fier-Monde. « 1980, alors, et c'est une des caractéristiques de l'écomusée, puis je pense que c'est quelque chose d'assez unique dans les musées, à Montréal, au Québec, même souvent ailleurs. Il y avait dans le quartier, je vous expliquais un peu des difficultés dans le quartier dans les années 60-70, un organisme qui s'appelait les Habitations communautaires Centre-Sud. Le mandat de cet organisme, c'était de faire des coopératives d'habitation, c'était de faire du logement social. L'idée de faire un musée dans ce quartier a émergé à l'intérieur de cet organisme dont le mandat était de faire du logement social. Et ça, c'est quelque chose de, je pense, de pratiquement unique, en tout cas de certainement très original. Et l'histoire de l'écomusée du Fier-Monde, c'est l'histoire d'un projet qui a émergé du mouvement citoyen, du mouvement communautaire, qui est devenu une véritable institution muséale, agréée par le ministère, etc., mais qui a toujours gardé des liens avec ce réseau des organismes communautaires, avec cette idée d'un écomusée. C'est un objectif de développement de cette communauté. Alors donc, 1980, c'est cette idée d'un musée et la création d'un comité du musée qui réunit effectivement des gens des habitations, des gens des coopératives du quartier, sur une base bénévole autour d'une table. Donc, c'est l'embryon avec d'ailleurs, c'est ça, le premier logo. Une expo, c'est ça, donc des premières expositions. Voilà. Et en 1982, c'est au niveau légal le moment de l'incorporation, le moment du choix définitif du nom aussi de l'organisme qui devient. On parlait parfois du comité du musée, de la maison du Fier-Monde, et là, vraiment, en 82, on choisit Écomusée du Fier-Monde. L'écomusée, parce que c'est vraiment ce qui définit, c'est la forme muséale qui nous définit. Et cette idée de Fier-Monde, c'était lors d'une rencontre du comité où justement ça réfléchissait à quel pourrait être le nom qu'on va donner à ce musée. Et ce quartier plutôt défavorisé, en bas de la côte, près du port, comme on disait, une zone grise, les pauvres, les gens avaient dit, on nous traite comme du tiers-monde, mais on n'est pas du tiers-monde, on est du Fier-Monde. D'où le choix du nom, l'écomusée du Fier-Monde. Juste une petite question, j'ai vu rue Baudry, c'était au niveau du lieu, où est-ce que vous étiez? C'est-à-dire qu'au tout début, l'écomusée n'avait pas de... on arrive au Bains Généraux en 1996. Alors, on a été un musée sans domicile fixe pendant de nombreuses années. Ici, 1710 Baudry, c'est le lieu de la première exposition qu'on a faite. C'est au comité social Centre-Sud, c'est ça, le bâtiment et l'organisme existe toujours, Baudry et Robin. Une ancienne école, l'ancienne école Salaberry, qui est le comité social Centre-Sud, dans la grande salle pendant 3 jours. Parce que je dis des bêtises, 24-25 avril, alors c'était 2 jours. C'était 2 jours, on avait travaillé tellement fort que je pensais que c'était 3. Mais donc, alors c'est ça, c'était avait eu cette exposition. Mais sinon, l'écomusée au départ, il est comme. Il n'y a pas d'existence légale au début. Il est incubé, si on peut dire, par les habitations communautaires Centre-Sud. Son adresse, c'est celle des habitations. Les habitations communautaires Centre-Sud vont faire avec l'écomusée ce qu'ils font avec les coopératives d'habitation. Ils vont appuyer le projet jusqu'à ce qu'ils
puisse voler de ses propres ailes. Alors, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et on a itinéré dans le quartier. Oui, alors un projet, en 1986, le projet Exposer son histoire. Alors, en s'inspirant on en a parlé tout à l'heure, Creuse l'Autuet, de Sven Lindqvist, on s'inspire de ça et on fait un manuel. Comment faire, alors ça s'appelle Exposer son histoire. Comment faire son histoire, comment faire une exposition pour des gens qui ne sont pas des professionnels de la recherche ou de la muséologie. Bon, 1996, hein, on arrive au Bain Généreux, la ville nous cède le Bain Généreux, il y a des travaux en 95-96, et on obtient le statut en 96 de musée accrédité. Donc, on devient une véritable institution, c'est ce dont je parlais tantôt. Hein. Ce qui nous amène d'ailleurs à la participation, de revenir un peu à cette question de participation. Alors, dans le cours de nos projets, on a identifié un certain nombre de niveaux de participation. Et pour nous, la participation a toujours été quelque chose d'important à l'époque du Firmament. Je dirais que ça allait de soi. Et là, il faut se mettre dans hein, on est issu du mouvement des organismes communautaires et de l'éducation populaire, les habitations communautaires Centre-Sud. Alors, d'une certaine façon, cela allait de soi que ce serait un musée participatif et qu'on ferait nos projets de façon participative. Hein, autour de la table, personne ne défendait l'idée que dans ce musée, il y aurait des experts, des savants qui savent, qui allaient révéler des contenus à des ignorants qui apprendraient des choses. Hein. C'est pas ça l'éducation populaire. Alors, ça allait de soi que ça allait être participatif. Et on avait tout à l'heure cette image de la première exposition du marché d'hier au musée de demain. Ben, déjà, il y avait une première forme de participation et justement, on y revient, c'est-à-dire qu'on peut être spectateur, on peut être source, on peut être acteur. Hein. Alors donc, spectateur, ben, effectivement, dans cette exposition du marché d'hier au musée de demain, cette exposition-là, c'était la première manifestation publique, qu'on pourrait dire, de l'écomusée du Firmament. Ça avait eu un grand succès, beaucoup de monde qui était venu, puis il y avait beaucoup apprécié, entre autres parce que ça parlait de réalités qui étaient autour d'eux. Hein? Du marché d'hier au musée de demain, c'était à la fois faire la promotion du musée, mais à partir du rappel des lieux de rencontre. Les lieux de rencontre qui étaient le marché, mais qui étaient aussi la taverne du coin ou le perron d'église. Alors, il y avait toutes sortes d'images. Il y avait l'épicerie du coin reconstituée. Alors, il y avait toutes sortes d'activités. Et les gens, beaucoup de gens étaient venus, effectivement. On dit, bon, ils étaient là comme spectateurs. Ça peut sembler contradictoire ou paradoxal de parler de participation, participer comme spectateur. Sauf que les gens, hein, ces gens qui, je dirais encore plus en 1980, mais encore aujourd'hui, les gens qui étaient venus voir l'exposition, c'est pas un profil, en termes de marketing, c'est pas un profil de gens qui consomment des produits culturels. Hein? Alors donc, pour des gens, de venir voir une exposition, ben, c'est déjà un premier niveau de participation, hein, qui nous semblait important de venir et d'apprécier ce qui était présenté. Par ailleurs, assez rapidement, on s'en était rendu compte dès cette première exposition, puis vous ne serez pas surpris d'entendre ça, c'est que à partir de cette histoire du marché public ou de l'épicerie du coin ou de la taverne, ben, les spectateurs, ils faisaient plus qu'être passifs, parce qu'ils avaient un tas d'histoires à nous raconter. Parce que l'épicerie du coin, c'est ça, ils pouvaient tous nous en parler. Il y avait, puis plus longtemps hein, alors il y avait tous beaucoup de choses à nous raconter, ce qui nous amène, et d'ailleurs, ce qui nous amène à dire, ah, ben là, les gens peuvent donc aussi être des sources. Et effectivement, les gens sont des sources et les gens possèdent des sources. On peut donc participer aussi comme une source. Hein. Les gens savent des choses, ont vécu des histoires, ont contribué à l'histoire du quartier, possèdent des objets, possèdent des souvenirs, possèdent des photos anciennes, des découpures de journaux, possèdent des vêtements avec lesquels ils ont travaillé, des outils, etc. Donc, les gens sont des sources. Très bel exemple de ça, c'est un projet qu'on a fait en 1984 entre l'usine et la cuisine. Alors, c'est un projet sur l'histoire des femmes ouvrières du quartier. Et donc, l'essentiel
du contenu de l'exposition, il a été fait à partir des témoignages de cette quarantaine de femmes qui ont accordé des entrevues, individuellement ou en groupe, et qui ont aussi amené des photos, amené des objets. Et l'exposition, avec la petite publication, ça c'est la petite publication qui accompagnait l'exposition, elle était constituée des contenus qui nous avaient été amenés par ces personnes qui avaient accordé des entrevues ou amené des objets ou des photos. La publication racontait à la première personne du singulier, hein, c'est un personnage fictif qui racontait son histoire, et en racontant, en fait, qui racontait l'histoire du quartier, en racontant son histoire, mais en partant de sa grand-mère jusqu'à ses petites filles. Alors, donc, personnage fictif, mais qui racontait essentiellement tous les faits qui étaient là. C'était des faits qui avaient été pris dans les entrevues, dans les témoignages qu'on avait eus. Hein. Bon. Et, alors, donc, un bel exemple d'un projet qui permet aux gens de participer comme des sources. Et d'ailleurs, et ça, c'est une des clés aussi que Sven Lindqvist nous enseigne, je dirais, dans Creuse de l'Au-Tuet, c'est que pour faire l'histoire des classes populaires, pour faire l'histoire ouvrière, pour faire l'histoire des ménagères à la maison, bien, il est nécessaire de faire appel à ces gens comme source, parce que le monde ouvrier, nous, le monde ordinaire, comme disait le slogan de la CSN dans les années 70, n'ont pas laissé tant de traces que ça dans les archives écrites. Alors, comment on peut constituer cette histoire-là? C'est en faisant appel à ces gens-là. Hein? Donc, il y a comme une alors, il y a comme un biais, on pourrait dire, idéologique. On veut que les gens participent comme source, mais il y a aussi comme une nécessité scientifique. C'est comme c'est important que les gens amènent ces témoignages, sinon on passe à côté de l'essentiel. Et on est dans une histoire qu'on pourrait appeler extérieure et non pas dans une histoire vécue. Et dans une exposition comme Entre l'usine et la cuisine, on était dans l'histoire vécue. Hein? C'était les témoignages des gens, c'était les photos des gens. Alors donc, on était comme vraiment très, très proche de ça. À partir de cette idée, à partir de ce projet, c'est le moment où on s'est dit, ben voilà, les gens, pourquoi les gens ne pourraient-ils pas être aussi des acteurs, faire la recherche et faire l'exposition? Et c'est à ce moment qu'on a développé le projet dont je parlais tout à l'heure, Exposer son histoire. On s'est inspiré de la Suède et on a fait notre manuel. Hein? Et là, les gens n'étaient plus que des spectateurs ou des sources, mais aussi des acteurs. On a expérimenté notre approche avec un groupe de retraités de l'usine dont je vous parlais tantôt, la McDonald's Tobacco. Alors, il y avait une association, bon, je vous l'ai dit, c'est une usine très ancienne, hein, où il y a beaucoup de monde qui ont travaillé. Il y avait et les gens y ont travaillé longtemps. Hein. Alors, on fait une carrière à cette époque-là. On entre à l'usine, on a 15 ans. Et on travaille là pendant 40, puis dans certains cas, on avait des gens qui ont travaillé 60 ans à l'usine. Alors, donc, c'est ça, on passe notre vie à l'usine. Alors, cette association de retraités avait identifié les thèmes qui leur semblaient les plus importants pour l'histoire de l'usine. À partir des thèmes qu'ils ont identifiés, ils ont fait de la recherche, ils ont cherché des témoignages, des documents, des photos, ils ont trouvé des centaines de photos. C'est comme... Nous, on avait fait un premier test en allant dans certains centres d'archives, c'était très limité ce qu'on était arrivé à trouver. Eux, ils ont trouvé des centaines de photos et à partir du matériel qui a été trouvé, ils ont fait la sélection de ce qui allait apparaître dans l'exposition. Hein? Ils ont écrit les textes de l'exposition, mais ils ont aussi fait la sélection des images. Parce que, par exemple, il y avait un des thèmes de l'exposition, c'était les sports à l'usine. Bon, le lieu de travail, c'est pas seulement un lieu de travail, c'est un lieu de sociabilité, c'est un lieu de loisirs, c'est un lieu... Bon, alors, il y avait des équipes de sport. Et un des thèmes, c'était justement ces équipes. Et là, des photos d'équipes de baseball, on en avait beaucoup. Hein? Alors,
avec les retraités, on s'est posé la question, ben, est-ce que c'est intéressant de mettre 100 photos qui vont être, on va les mettre toutes petites, ou bien on en choisit un certain nombre, on va les agrandir, et effectivement, donc ils ont choisi les photos les plus significatives, selon les époques, les équipes, ou ce qui leur semblait important. Ils ont fait donc ce travail. Ils ont aussi identifié, en fonction de leur public cible, le lieu et le moment de la présentation de l'exposition. Et sur place, ils ont été les animateurs de l'exposition, bien que cela n'avait jamais été convenu comme tel, parce que probablement que si on leur avait dit vous allez être les animateurs, ils nous auraient dit ben non, on n'est pas capable de faire ça. Mais dans les faits, ils étaient les animateurs. Et qui de mieux, pour prendre cet exemple, qui de mieux qu'eux aurait pu parler de leur collection de chandails de baseball avec toutes les nuances des équipes et des couleurs, etc. Bon, alors donc, c'est ça, acteur. Hein, on peut. Et donc, on est toujours dans cette idée de participation. Nous, à partir de cet exemple, de ce projet de la McDonald's Tobacco, puis d'exposer son histoire qui s'inspire de Creuse-Lautuet, bien, on essaie toujours de faire des projets annuellement, des projets où les gens sont acteurs. Bon, ceci dit, on essaie toujours de faire participer les gens aux 3 niveaux qu'on a identifiés. Et donc, bon, voilà, on a quelques mots sur certains principes sur la participation, l'égalité entre les personnes, hein, mettre en valeur des expertises et des... On reconnaît que les gens ont des expertises et des savoirs, mais aussi cette idée de public minorisé, ou en tout cas de gens qui ont peu de place dans les musées. Et là, on a un exemple avec l'atelier des lettres, la photo qui est là, et la parole est à nous. C'est le dernier d'une série de projets qu'on a fait avec un organisme, oh mon Dieu, qui s'appelle l'Atelier des lettres. Alors, des gens, ce sont des analphabètes. L'Atelier des lettres, c'est un organisme d'éducation populaire qui aide les gens à apprendre à lire et à écrire. Et avec l'Atelier des lettres, on a développé des programmes où ces personnes, au même moment où ils font l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, préparent une exposition. Et pour la première fois, souvent, vont en bibliothèque, vont en archives. Et dans la parole est à nous, c'est ça, là, je veux dire, ils produisent l'exposition, ils écrivent, toujours avec les animatrices de l'Atelier des lettres, ils écrivent les textes, ils choisissent les photos, etc. Ils font de la recherche historique. Bon, des exemples des activités citoyennes, de la participation, c'est aussi des activités citoyennes qui se font au musée. Alors, parfois, on a des demandes d'organismes du quartier pour faire, je ne sais pas, des charrettes citoyennes autour de tel enjeu. Ici, je pense que c'est autour de l'aménagement dans les écoles, etc. Puis bon, alors, on prête nos lieux à ça. Cette idée aussi, musée citoyen et participation, c'est aussi ce projet citoyen hier, aujourd'hui, demain qui est une exposition, mais qui est devenue une exposition virtuelle. Lucienne Dupré est une des personnes qui a participé au projet. C'est aussi cette idée de conserver et de mettre en valeur la mémoire du mouvement citoyen. Hein? Donc, tous ces organismes communautaires dans les années 60-70 qui ont permis au quartier de se développer. C'est des générations de gens qui sont en train de disparaître, et il faut donc conserver cette mémoire-là et la transmettre aux nouveaux qui arrivent dans les organismes. Et ça, d'ailleurs, l'origine de ce projet-là, c'est des organismes du quartier qui sont venus nous voir en disant « on a un problème. Nous, les vieux, on est en train on va bientôt quitter les organismes. Il y a une nouvelle génération qui arrive. Ils ne savent même pas c'est quoi l'origine de l'organisme, ils ne savent même pas ce qui s'est passé avant, parce qu'on ne l'a pas transmis. » Alors, cette idée, donc, de conserver et de transmettre cette mémoire citoyenne. D'autres projets participatifs avec des groupes, c'est nos projets annuels qu'on fait avec les personnes qui ont des déficiences intellectuelles ou troubles du spectre de l'autisme. Chute regardée ou TOD d'un œil différent. Alors, notre projet, les Journées africaines, et notre projet Africa Montréal avec le Centre Africa, donc les communautés culturelles aussi. Bon. Citation d'Annick Meunier, vous avez peut-être déjà vu, donc cette idée de musée citoyen. Hein, donc, citoyenneté et participation sont interreliées, et la conception responsable et active de citoyenneté,
C'est là-dessus que repose la muséologie citoyenne. Alors, nous aussi, on se reconnaît là-dedans. Là, on pourrait, si on avait plus de temps, mais je ne veux pas être parti sur le 3 heures, on va essayer de s'en tenir à 1 heure. On a réfléchi, muséologue René Livard et moi, à cette distinction entre le musée, l'écomusée, du musée à l'écomusée et au musée citoyen. Le musée qui est plus un bâtiment, une collection, conservateur, visiteur. Puis là, ben, l'écomusée, le rapport change. On est dans un territoire, les patrimoines non plus juste une collection. Population participante et dans le musée citoyen, ben, l'ensemble de la société devient un lieu d'intervention avec les défis et les enjeux. Et cette idée de ne plus avoir seulement des visiteurs, mais de s'adresser à des citoyens engagés, à des acteurs dans la cité, à des gens qui peuvent jouer un rôle dans la société. Ce qui nous amène à la collection écomuséale. Alors donc, sur cette idée de participation, et à partir un peu des idées de la nouvelle muséologie, on a développé ce concept en ce moment. Alors, l'écomusée, on n'est pas un musée, vous l'avez vu, qui a été créé à partir d'une grande collection. On n'est pas un musée de collection, comme certains grands musées, comme le McCord ou d'autres, qui ont des collections extraordinaires. Nous, ce n'est pas le cas. Hein. On a fait l'acquisition au fil du temps d'un certain nombre d'objets. Au fur et à mesure qu'on a des projets, on emprunte des choses. Quand on fait un projet de la McDonald's Tobacco, on emprunte des choses, puis ben, il y a des gens qui nous disent ben, on vous les donne. Et donc, on a constitué comme ça une petite collection, mais notre but, c'est pas vraiment ça, et c'est pas vraiment notre force, si on peut dire. Parce qu'on s'est toujours dit que pour nous, la collection, c'est pas uniquement les objets dont on est propriétaire et qu'on conserve, mais c'est l'ensemble d'un patrimoine sur un territoire qui nous intéresse, puis lié à une thématique qui nous intéresse. C'est ça notre véritable collection, et à partir de là, on a développé cette idée de collection écomuséale. On s'est rendu compte d'ailleurs qu'on avait une politique de collection tout à fait classique, comme n'importe quel musée. Bon, hein, les objets, comment on gère les objets qu'on possède du mieux qu'on peut, on les clashe pas trop, bon, etc. C'est quoi les conditions d'emprunt, de conservation? Bon. Mais on s'est dit, on va se doter d'une politique de collection écomuséale. Parce que c'est ça qui nous distingue, puis c'est étrange, on ne s'est pas doté de ça, alors donc on a réfléchi à ça, et il a fallu réfléchir au concept même parce que on utilisait ce mot de collection écomuséale depuis déjà un certain temps, pour se rendre compte d'ailleurs qu'on n'a jamais réussi à retrouver, enfin il faut faire des recherches pour voir d'où vient l'origine de cette expression de collection écomuséale. On n'a pas, bon, si à un moment donné tu utilises des mots, mais on ne sait pas exactement d'où cela vient, mais ça apparaît dans des documents à partir de certains moments, sans qu'on ait jamais défini de quoi il s'agissait. Et on s'est dit, ben, on va se doter d'une politique pour notre collection écomuséale. On pensait que ce serait simple. On a contacté la Fédération des écomusées et musées de société de France en disant, ben, pouvez-vous nous donner des comparables? On va faire du copier-coller, on va changer le nom du musée, on aura notre politique de collection. Ils nous ont répondu, mais de quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Hugues de Varine nous a dit, ben, non, de quoi vous parlez? C'est antinomique, une collection écomusée, ça ne fonctionne pas. Puis après ça, d'ailleurs, qui nous a dit, ah, ben, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est peut-être intéressant, là. C'est peut-être bon. Alors donc, on a défini ce que c'était cette collection écomuséale, donc un ensemble d'éléments patrimoniaux, matériels ou immatériels, qui ont une signification particulière pour la communauté et qui sont la cible d'un processus de désignation. Alors donc, ce n'est pas des objets qu'on acquiert et dont on est propriétaire, mais c'est des éléments patrimoniaux dans le milieu, si on peut dire, et qui sont la cible non pas d'une acquisition, mais d'une désignation. Donc, c'est ça, ce ne sont pas des éléments qu'on possède, plutôt un inventaire d'éléments sur lesquels on souhaite intervenir de différentes façons. On peut les intégrer dans des expositions, notre site Internet, des visites guidées, etc. Donc, hein, on juge que c'est suffisamment important pour ça. Qu'est-ce qui caractérise la collection écomuséale? Donc, c'est le patrimoine matériel ou immatériel qui est lié à notre champ d'intervention, notre quartier, etc. Il faut que ce soit représentatif, c'est pas tout. Hein? Si c'est tout le patrimoine, ben c'est rien. Alors donc, c'est des choses qui sortent de l'ordinaire, si je peux dire, ou qui sont tellement ordinaires qu'ils sont suffisamment
important pour qu'on les désigne, et c'est cette idée de désignation et non pas d'acquisition. Ça, c'est très important. Je suis déjà allé dans un colloque invité par des amis français sur les collections, puis j'avais parlé de ça, puis à la fin, il y avait une table ronde où il y avait quelqu'un qui s'intéressait à l'éthique, quelqu'un qui s'intéressait, un conservateur, puis il y avait quelqu'un qui s'intéressait, en fait, c'est un avocat, les questions légales. Puis pour lui, c'est comme il ne comprenait même pas de quoi on parlait parce que c'est un avocat, mais parce que pour lui, qu'il n'y ait pas de lien légal puis de propriété pour une collection, mais c'est comme ça marche juste, ça ne rentre pas dans le cadre, donc ça ne fonctionnait pas. Donc, processus de désignation, on intervient sans avoir la propriété. On fait du catalogage et on documente, hein, on monte un dossier. Hein. Et aussi, chose très importante, c'est que ce sont des acteurs locaux qui participent au processus de désignation. Alors actuellement, on a 50 éléments dans notre collection écomuséale. Il m'arrive souvent de dire, pour identifier 50 éléments, on aurait pu, on a un historien à l'écomusée, moi je connais le quartier de patrimoine depuis longtemps, de ce quartier-là, je le connais très bien, on a notre responsable de l'éducation, action citoyenne, on aurait pu s'asseoir avec le conseil d'administration en une soirée, ou en tout cas, on aurait identifié 50 éléments. Non. L'idée, c'est, alors on a organisé plutôt des activités de consultation avec des groupes, avec des gens, pour que ce soit les gens qui identifient ce qui est le plus important et qui mérite d'être désigné. Évidemment, nous, on a un comité qui entérine les propositions, mais ça vient de cette participation citoyenne. Alors donc, exemple de participation citoyenne sur la collection, c'est l'idée de parrainer, c'est-à-dire que carrément, ça peut être un organisme qui nous dit c'est le 100e anniversaire de notre école, puis on aimerait on est comme les parrains de cette école, on fait un anniversaire, puis on aimerait ça que bon, OK, alors c'est une façon, mais aussi cette idée de consultation citoyenne. On a fait des ateliers, des rencontres, alors là, on voit des gens qui c'est ça, regarde les cartes du quartier, il y a des photos, on s'est promené dans le quartier, puis là, les gens ont réfléchi à ce qui leur semblait. À cet atelier, ça s'appelait Notre patrimoine à protéger. Donc, voilà, qui a donné un kiosque, et je pense que c'est ça. Voilà notre kiosque de la collection écomuséale. Alors donc, on a un kiosque itinérant, on se promène dans les parcs, dans les événements publics, etc. Puis, ça nous permet de présenter des éléments, de présenter c'est quoi la collection écomuséale. Donc, le patrimoine du quartier, ce n'est pas tant la collection écomuséale que c'est quoi le patrimoine du quartier. Donc, d'informer les gens, les sensibiliser, mais aussi de recueillir des informations, de recueillir des suggestions sur qu'est-ce qui vous semble le plus important, qu'est-ce qui devrait être dans la collection, puis on accumule ça, puis par la récurrence des réponses, ça nous permet de faire d'autres choix. Donc, et ce que ça nous a permis de constater, autant les ateliers que ce kiosque, c'est l'intérêt des gens pour le patrimoine et leur quartier, une volonté de mieux connaître l'origine du quartier et cette idée d'un sentiment d'appartenance. D'ailleurs, il y a eu dans le quartier un forum social, c'est il y a 2 ou 3 ans, alors organisé par la Corporation de développement communautaire du quartier, c'est-à-dire le regroupement de tous les organismes du quartier. Pendant un week-end, ils ont invité les gens à réfléchir à c'est quoi les enjeux, sur quoi on devrait travailler dans le quartier dans les prochaines années. C'est bon, se donner un plan d'action pour la Corporation de développement communautaire. Nous, on était un des partenaires de ça, on est membre d'ailleurs de la Corporation de développement communautaire. On est un partenaire de ça. On nous a invités à présenter une petite exposition à ce moment-là. On a aussi, évidemment, recueilli des suggestions d'éléments éventuels à désigner. Mais aussi, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'à la fin du sommet social, un des enjeux qui a été identifié et de priorité, c'est cette idée de mieux connaître l'histoire et le patrimoine puis de le protéger. Hein, ça vient des organismes, un peu comme il y a 40 ans, ça vient des organismes de logement, ça vient des organismes de femmes, ça vient de toutes sortes des organismes du quartier. Les principes de la collection écomuséale, responsabilité patrimoniale, c'est-à-dire, comme il n'y a pas de responsabilité légale, on dit on a une responsabilité patrimoniale qui est comme partagée entre l'écomusée et la communauté, pourrait-on dire. L'autre principe, c'est la participation. On ne fait pas ça tout seul. Donc, autant à la désignation qu'à la prise en charge,
L'idée étant qu'une fois, bien que c'est nous qui entérinons les choix, que c'est sur notre site Internet qu'on garde le catalogage, qu'on garde un dossier documentaire, qu'on va faire des visites guidées, qu'éventuellement j'aimerais faire une publication sur la collection écomuséale, mais enfin peu importe. Alors donc, on fait un certain nombre de choses. La collection écomuséale de l'Écomusée du Fier-Monde n'appartient pas à l'Écomusée du Fier-Monde. Elle appartient à la communauté. Elle appartient à qui veut faire quelque chose avec. Et le troisième principe, c'est la transmission de cet héritage. Ce qui ne veut pas dire de figer les choses telles quelles, mais de trouver des façons de transmettre la mémoire de ça. Voilà. Alors donc, ça vous a présenté un petit peu qu'est-ce que c'était que cette collection écomuséale et cette façon d'intervenir sur le patrimoine du quartier. Et là, ben, j'ai remis, pour conclure, parce que notre heure est à peu près faite, je pense, c'est ça. Quand même, je sais pas, c'est ça. Oui, c'est excellent. J'ai mis des mots qui me semblent importants dans l'éducation populaire, démocratie culturelle, participation, ancrage, partenariat, groupe minorisé, diversité, partage d'autorité, contribution au capital social, développement local, développement durable. Avec 2 questions, pardon, je vous laisse là-dessus. C'est temps que ça finisse. Donc, comment un musée peut-il contribuer à la transformation sociale? C'est peut-être un langage suranné, peut-être qu'on parle plus de cette façon-là, mais bon, enfin, je ne sais pas. Donc, peut-on contribuer à la transformation sociale? Le muséologue, un professionnel bien sûr, mais aussi un acteur dans la cité. Voilà. Je vais décider, c'est ça. Le vin généreux autrefois, aujourd'hui, la piscine, et voilà.